Madame, monsieur, préparez les valises et les passeports. Passeport biométrique, bien sûr. Welcome to America. Ce matin, à l'occasion des élections américaines, les États-Unis sont à l'honneur dans cette séquence, mais façon c'est un monde, s'il vous plaît, à notre manière. Et donc, comment ce pays est-il perçu par nos voisins proches ou lointains? Quelle image véhicule-t-il au-delà de nos frontières? Grande puissance ou grande nuisance? Qui sont ses plus grands admirateurs ou au contraire ses plus grands détracteurs? Et puis aussi, comment les Américains se voient-ils, eux? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux. Toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Dominique Derda, qu'on rejoindra à Moscou. Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, vous le voyez en haut à droite, et puis Sandrine Mercier, notre correspondante à Madrid, en bas à gauche, et Alexia Kefalas qui vous donne rendez-vous à Athènes. Et nous retrouverons également Jacques Cardoz, notre correspondant permanent aux États-Unis, qui sera en duplex de Washington. Voilà. Tout de suite, direction Moscou. Nous allons commencer par eux. Nous attend là-bas Dominique Derda. Alors, si je vous dis vent glacial, ce sont des expressions, hein, avis de tempête, qu'est-ce qu'il y a encore comme cliché, alerte cyclonique, c'est pas le prochain bulletin météo, c'est plutôt les relations qu'entretiennent la Russie et les États-Unis depuis de nombreuses années, on va dire. Et ça continue encore. Et oui, entre les deux pays, de nouveau, rien ne va plus. Alors, Dominique, j'imagine que côté Russie, la propagande anti-américaine bat son plein, non? Et comment ça se traduit d'ailleurs concrètement? Bonjour Dominique. Bonjour William. Eh bien, ça se traduit, vous l'avez dit, à la télévision, surtout par des émissions dans lesquelles les États-Unis sont systématiquement présentés sous leur aspect le plus sombre, la violence, la criminalité, la discrimination raciale, la pauvreté, une superpuissance qui veut absolument dominer le monde et qui veut mettre à genoux le seul pays capable, dit-on ici, de lui tenir tête, c'est bien évidemment la Russie. Et ça marche, selon un sondage récent, 65% des Russes disent avoir une opinion négative de la Russie et ils sont 46% à craindre qu'à l'occasion de la crise en Syrie, eh bien, cette crise ne dégénère en une troisième guerre mondiale. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 90, après l'effondrement du régime soviétique, de très nombreux citoyens russes rêvaient de l'Amérique et enviaient le niveau de vie des Américains. Parmi eux, il y avait notamment une bande de motards qui regardaient avec admiration ces bikers américains cheveux au vent et qui rêvaient eux aussi de leur ressembler. Eh bien, ces bikers russes, aujourd'hui, figurez-vous, ils ont été complètement récupérés par le système. Ils sont parmi les premiers supporters de Vladimir Poutine, parmi les plus nationalistes et les plus anti-américains, comme vous allez le voir dans ce reportage, qui a été réalisé avec Volodya Polyansky, Tania Tarasenkova et Alla Shevelkina. Ils se font appeler les loups de la nuit, le plus grand club de motards de Russie. Mais ne leur dites surtout pas qu'ils ressemblent aux Hells Angels américains, car eux se voient plutôt comme les descendants des Cosaques sur des chevaux de fer. À la chute du régime communiste, c'est pourtant bien de l'Amérique dont ils rêvaient pour la plupart. Mais aujourd'hui, ils sont à l'avant-garde des mouvements nationalistes. À l'image de leur chef, Alexandre Zaldostanov, qui a mis ses troupes et son charisme au service du pouvoir. Vladimir Poutine, le président russe, dit de lui qu'il est comme un frère. Et il ne manque jamais de faire à ses côtés une petite virée à moto. C'est vrai qu'à l'époque, on était émerveillé par les États-Unis. Les autoroutes sans fin, la route 66. Tous ces films qu'on a vus et revus, j'imaginais l'Amérique comme un pays libre. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. Depuis, j'ai compris que la réalité était bien différente. J'ai vu son vrai visage. Alexandre Zaldostanov a monté ce spectacle pour glorifier la grande et sainte Russie et dénoncer une Amérique qui, selon lui, n'a d'autre objectif que de dominer le monde. Un discours que reprennent en chœur tous les médias à la solde du Kremlin. La Russie, à les entendre, serait le dernier rempart de la liberté, de la justice et de la morale dans un monde en plein chaos. Mais l'anti-américanisme ne fait pas autant recette que certains le voudraient.
Il suffit pour s'en convaincre de pousser la porte de l'un de ces restaurants qui ne cessent de se multiplier dans la capitale. Ici, les hamburgers, les frites, le ketchup et les boissons gazeuses se vendent toujours aussi bien. Et on serait bien en peine de trouver parmi ces jeunes gens quelqu'un pour nous dire sa haine de l'Amérique. J'aime bien toutes ces affiches, ces inscriptions en anglais. Ici, il y a une atmosphère et tout va bien ensemble. La musique, la décoration, la nourriture. La notion de rêve américain en Russie n'a pas disparu. On sait bien que là-bas, il y a plus de choses, qui sont à l'avant-garde. C'est la raison pour laquelle on ouvre à Moscou des restaurants comme celui-ci, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Amérique, pour qu'ils puissent quand même s'en offrir un petit morceau. Pour se rendre populaire dans le monde entier, les États-Unis ont d'autres armes que la Russie. Toute une industrie, New York et Hollywood réunis, la mode, la chanson, le cinéma, contre lesquels les stratèges du Kremlin n'ont toujours pas trouvé la parade. Vous avez remarqué, Dominique, il mange des hamburgers avec une fourchette. Il y a des progrès à faire. Dites-moi, est-ce que la situation peut changer, je ne sais pas, par exemple en fonction du nouveau président américain ou de la nouvelle? Mais écoutez, William, on dit beaucoup ici, vous savez que Vladimir Poutine préférerait avoir affaire à Donald Trump qu'à Hillary Clinton, tout simplement parce que quand Hillary Clinton était secrétaire d'État américain à Washington, elle a toujours eu des rapports extrêmement durs, extrêmement fermes à l'égard de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, le président russe, peut espérer avoir avec Donald Trump, si c'est Donald Trump qui était élu, des rapports peut-être plus apaisés. La réalité est évidemment bien plus complexe que cela, mais à l'époque soviétique, déjà, les Russes ont toujours préféré les républicains aux démocrates, peut-être parce que les républicains, eux au moins, ne les embêtaient pas avec des histoires de droits de l'homme, et aussi parce qu'ils sont plus prévisibles. Maintenant, bien malin qui aujourd'hui peut dire quel genre de président américain serait Donald Trump s'il était élu la semaine prochaine. Ce qui ne changera pas, en tout cas, c'est la volonté de Vladimir Poutine de rendre à la Russie sa place de grande puissance sur la scène internationale. On le voit bien actuellement en Syrie, et ça ne changera pas, quel que soit le prochain locataire de la Maison-Blanche. À suivre, bien sûr. Merci Dominique. À très bientôt, à la semaine prochaine, par exemple. À bientôt. Pour la suite du voyage, direction New Delhi. Alors, si vous cherchez les plus grands supporters de Donald Trump, vous les trouverez certainement en Inde. Là-bas, le candidat républicain est considéré pour beaucoup comme un homme providentiel, voire même un dieu ou un demi-dieu, si vous voulez. Et si j'ai bien compris, Nicolas, tous les moyens sont bons pour encourager leur idole. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour William, tout à fait. Ils aiment Donald Trump, ils adulent Donald Trump et ils ne font pas les choses à moitié. En juin dernier, pour son anniversaire, il lui avait préparé un gâteau géant. Ils se réunissent aussi régulièrement pour prier, pour invoquer les divinités hindoues afin qu'elles accordent à leurs héros la victoire. Ce sont des nationalistes hindous, un groupe d'extrême droite habitués aux manifestations choc pour se faire entendre. Et justement, ce qu'ils aiment chez l'Américain, ce sont ces déclarations choc contre les immigrés, contre les musulmans. Vous savez qu'ici en Inde, il y a régulièrement de vives ou violentes tensions entre hindous et musulmans. Et bien justement, ils ont l'impression de se retrouver dans les propos haineux de Donald Trump. Mais de manière générale, dans un pays où la droite conservatrice est au pouvoir, ces idées ont plutôt le vent en poupe. Regardez ce reportage, il est signé Lucie Guenier, Hélène Corby et Émilie Gouveia-Vermelot. De kilomètres des États-Unis et pourtant, ils manifestent comme si leur vie en dépendait. Le portrait de leur héros, Donald Trump, est dans toutes les mains. Ce groupuscule d'extrême droite hindoue a appelé la presse. Ce jour-là, ils veulent marquer les esprits. Ils ont décidé de brûler des affiches d'Hillary Clinton. À bas Hillary Clinton, à bas Hillary Clinton, vive Donald Trump. Donald Trump est notre héros. Hillary Clinton en dit du mal et ça nous blesse. Il y a 3 millions d'Américains d'origine indienne. Nous les appelons à voter pour Trump. Ça sera bénéfique pour eux et pour notre pays. Mais Donald Trump ne séduit pas uniquement les militants les plus extrémistes, loin de là. Les fans
sont aussi des hommes politiques au pouvoir, comme ce député, membre du Parti conservateur hindou. Il est surnommé le Trump indien. Fièrement, il nous montre son interview dans le New York Times. Je suis content que mes amis dans le monde entier sachent que je soutiens Donald Trump. Selon lui, si Donald Trump devenait président, il deviendrait un allié stratégique pour son pays, notamment dans le conflit avec le Pakistan. Ses idées sur le terrorisme islamique sont très proches des nôtres. Je pense qu'il nous soutiendra dans nos actions contre le Pakistan, ce que ne fera pas Hillary. Notre principal problème, en ce qui concerne le terrorisme, vient du Pakistan. Donald J. Trump. Il faut dire que Donald Trump en personne a su trouver les mots pour les séduire, comme lors de ce meeting près de New York. Oubliez ses diatribes quelques mois plus tôt, où il accusait les Chinois et les Indiens de voler le travail des Américains. Aujourd'hui, c'est une love story. Je suis un très grand fan des hindous, un très grand fan de l'Inde. Si je suis élu président, les Indiens et la communauté hindoue auront un véritable ami à la Maison-Blanche. Je vous le garantis. Alors un ami de l'Inde, vraiment? Dans la rue, les Indiens sont-ils convaincus? Nous sommes allés les voir à New Delhi pour tester la popularité des deux candidats. Rares sont ceux qui les reconnaissent, et pour les autres, ça devrait être Hillary. Je pense qu'elle est plus logique, elle est plus capable que Trump. Maintenant, il voit que le monde est avec l'Inde. Alors, il dit des choses positives sur nous, mais je ne crois pas qu'il le pense vraiment. Trump est prêt à travailler avec nous et à attaquer le Pakistan. Tout cela sera positif pour l'Inde. Donc je le soutiens parce qu'il est avec nous. De leur côté, les plus fervents partisans de Donald Trump suivent la campagne jour après jour. Il y a dans leur analyse un drôle de mélange. Un peu de politique, beaucoup d'idéologie et énormément de religion. Les dieux sont avec lui. On a même déjà fait une grande célébration hindoue pour lui. On a aussi célébré son anniversaire en Inde. Alors je pense qu'avec tout cela, Trump va gagner. Et il compte bien multiplier les prières et tout ce qui devrait lui porter chance jusqu'au dernier jour de la campagne. En Inde, on n'est jamais trop prudent avec les dieux. Parmi les choses qui fascinent autant les Indiens chez Donald Trump, est-ce que ça pourrait pas être aussi un certain talent pour les affaires? Parce qu'en Inde, on sait qu'il y a une grande admiration pour les gens qui réussissent dans le business, non? Oui, tout à fait. Avec cette petite info qui en dit long, l'un des plus généreux donateurs de la campagne de Donald Trump est indien. Il s'appelle Shalabh Kumar. Il a donné plus d'1 million de dollars pour la campagne de son champion. Il est lui-même homme d'affaires et vous avez raison, pour beaucoup, Donald Trump jouit d'une opinion favorable car il dirige une multinationale, il connaît le business. Et vous savez, ici en Inde, l'entrepreneuriat est quelque chose d'important. Et ils se disent, eh bien, deux choses. Si Donald Trump est devenu si riche, il pourra probablement diriger son pays vers plus de prospérité. Et puis, c'est important aussi pour les Indiens d'avoir un allié aux États-Unis qui connaît si bien le business. Voilà, bien au-delà de toutes les considérations politiques, pourquoi Donald Trump jouit ici d'une opinion si favorable. Et de manière générale, en Inde, que l'on soutienne Hillary Clinton ou Donald Trump, le rêve américain reste très ancré, non? Oui, tout à fait, William. Les jeunes Indiens rêvent bien plus des États-Unis que de l'Europe, par exemple. Les universités américaines ont la cote ici en Inde. En matière d'immigration vers les États-Unis, en tête du classement, on retrouve bien sûr le voisin mexicain. Mais en numéro 2, ce sont les Indiens qui émigrent le plus massivement en Amérique. Alors que vont-ils chercher? Bien sûr, de nouvelles opportunités, de meilleurs salaires sans aucun doute, mais également le succès. Écoutez, je vais vous parler de Satya Nadella. Il est né ici en Inde, à Hyderabad, et aujourd'hui, il n'est ni plus ni moins que le PDG de Microsoft. Et puis il y a aussi Sundar Pichai, né en Inde également, et aujourd'hui, il est le PDG de Google. Alors rien que cela, des Indiens dont on est très fier au pays et qui encouragent ceux qui hésitaient encore à tenter l'aventure américaine. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web, Julia. On va s'intéresser à la toute-puissance des États-Unis sur le net. Et les Américains sont eux, j'allais dire, c'est eux qui ont inventé le système, quoi. Internet, après tout.
Complètement, ce sont les pères fondateurs du web, ce sont les grandes universités américaines qui, pour la première fois, ont envisagé une connexion informatique entre deux ordinateurs placés à distance. Et on le sait que c'est dans la Silicon Valley que se trouvent toutes les plus grandes entreprises informatiques et Internet du monde entier. Alors, l'omniprésence de l'Internet aux États-Unis, elle est dans tout, William. C'est-à-dire que la majorité des ordinateurs qu'on utilise sont vendus avec un système d'exploitation qui appartient à Microsoft ou à Apple. Si vous voulez surfer sur la toile, vous allez utiliser des moteurs de recherche, des navigateurs qui sont américains. Vous allez avoir des boîtes mail qui vont être elles aussi américaines. Pour échanger des messages, c'est pareil. Les premiers blogs, la plupart des choses que vous allez chercher sur Internet, les premiers moteurs de recherche comme Google, les produits que vous allez vouloir acheter, eBay a été créé au départ par un Français, mais il a été très très rapidement racheté par des Américains et c'est le leader mondial. Vous avez besoin d'une vidéo, c'est sur YouTube que vous allez y aller, même si Dailymotion, qui est français, arrive à prendre un peu sa part du gâteau chez nous en France. Dans le monde entier, c'est YouTube qui est évidemment le grand dominant. Donc, quel que soit ce que vous faites, vous passez par quelque chose, Internet, qui est américain. Alors, cette domination, William, elle est quand même en passe d'être moins forte aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'autrefois, quel que soit ce que vous vouliez faire sur Internet, si vous achetiez un ordinateur, si vous vouliez le connecter, il fallait passer par cette organisation qui s'appelle l'ICANN. C'était elle qui vous desservait votre adresse IP. Alors, c'est un peu technique, mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, si vous voulez être connecté à Internet, il fallait passer par ça. Si vous voulez une extension comme .fr ou .com, il fallait passer par l'ICANN. Sauf que depuis le 1er octobre 2016, il y a un mois, cet organisme n'est plus américain, elle est internationalisée, donc autonome. Et ça, c'est très, très important pour l'Internet du monde entier. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez des chiffres qui montrent plusieurs choses. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, les États-Unis ont été les champions du monde du web. Ils ont été dépassés en 2008 par la Chine, qui a aujourd'hui 668 millions d'internautes. Vous voyez, les États-Unis ne sont plus que troisième. C'est-à-dire qu'en 8 ans, ils ont... Vous avez vu la part qu'ils ont maintenant aujourd'hui. Ils ont été dépassés par l'Inde en 2015. Nous sommes 9e avec la France, avec 50 millions d'internautes en France. Et si on devait citer, là, pour terminer rapidement, les personnalités américaines les plus présentes sur le net? Alors, les plus célèbres, les plus connus, ce ne sont pas Barack Obama, Beyoncé ou d'autres, ce sont des youtubeurs qui gagnent énormément d'argent. À la star, par exemple, de celui-ci, on en a déjà parlé, c'est un couple qui propose des objets des années 90 à des enfants. Eux font un carton sur Internet, ce sont les plus puissants. Et vous avez aussi cet internaute qui gagne 3 millions par an grâce à ça. Vous savez ce qu'il fait? Il regarde des jeux vidéo, il se filme en jouant, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. C'est tout? C'est tout. C'est bien ça. Et il cartonne. Mais il n'y a qu'un boulot comme ça, il n'y en a pas deux. Il n'a que ça. Il gagne à peu près 2 millions d'euros par an. Merci beaucoup, Julia. Pour la prochaine destination, direction Madrid. Et nous allons prendre un autre angle pour parler de la fascination qu'exerce le monde artistique américain sur les Espagnols. Par exemple, en Espagne, on vénère les comédies musicales de Broadway. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondante sur place, Sandrine Mercier. Alors Sandrine, on va voir quoi? Bonjour. Bonjour William, allez venez, je vous emmène au spectacle, mais pas à celui de flamenco comme vous pourriez vous y attendre ici, direction les États-Unis. Et ce, sans bouger de votre fauteuil, grâce à la comédie musicale. Figurez-vous que les Espagnols sont des grands fans de ces shows à l'américaine. Alors, dès que le soleil se couche, c'est une autre musique qui se joue sur la Grande Via de Madrid. La célèbre avenue de la capitale espagnole prend soudain des airs de Broadway. Une des comédies musicales du moment à Madrid s'appelle la Llamada. 1 heure avant le spectacle, la foule se masse devant le théâtre. On avait très envie de venir. Cette comédie musicale est un grand succès. Ça fait 2 ans qu'elle se joue dans ce théâtre. Je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. Cette comédie musicale reprend les tubes de l'américaine Whitney Houston. Mais pour Angie, chanter et danser sur la Grande Via de Madrid est déjà le début d'un rêve. Mon rêve est de continuer à chanter ici. Mais si un jour je pouvais me retrouver à Broadway, ce serait génial. Mais ça va arriver, ça va arriver. J'adorerais. Je prie, je prie.
Si sur scène, le spectacle fait sensation, en coulisses, ce n'est pas encore l'Amérique. Ici, les artistes doivent partager l'unique et seule petite loge, car les budgets n'ont pas grand-chose à voir avec le pays de l'oncle Sam. En Espagne, nous n'étions pas habitués aux comédies musicales. Et puis les gens ont voyagé et ils disaient « c'est génial ». Le cinéma a ensuite fait des films avec ce genre musical, donc on s'est rendu compte que ça manquait en Espagne. Les gens d'ici voulaient aussi pouvoir voir des comédies musicales. La comédie musicale est devenue en quelques années un phénomène, grâce notamment à des grandes productions comme celle du Roi Lion. 5 ans que le spectacle est ici à l'affiche. Une des clés du succès est de traduire les chansons en espagnol. Pour ABBA, ça donne ça. Pour tenter d'être un jour en haut de l'affiche, les jeunes Espagnols s'inscrivent dans ces cours de comédie musicale. 1, 2, 3, pas de bourré. Ils essaient bien sûr d'imiter leurs cousins d'Amérique, même si pour eux, la passion doit rester une priorité. Aux États-Unis, pour moi, c'est plus du business pour faire de l'argent. En Espagne, il y a sûrement de tout. Mais j'ai l'impression qu'ici, on le fait plus par passion. On essaie de sortir nos tripes et de montrer ça au monde entier. Ça a été fabuleux de voir qu'en rien de temps, nous sommes passés de 0 à des dizaines de comédies musicales. Le seul problème est que pour l'instant, il n'y a pas encore eu la création d'une grande comédie musicale 100% espagnole. L'union du flamenco et des claquettes pourrait donc bien faire un jour des étincelles. En attendant, les artistes espagnols chantent leur passion à plein poumon. Merci Sandrine. Pour la suite du périple, retour à la source, si j'ose dire. Direction les États-Unis, avec notre correspondant permanent sur place, Jacques Cardoz. On va voir comment les Américains se perçoivent vraiment eux-mêmes, quoi. Alors Jacques, d'après vous, quels sont les qualificatifs qui les résument assez bien et qui les revendiquent d'ailleurs? Bonjour. Oui, bonjour William. Écoutez, ce qui est rigolo avec les Américains, c'est qu'ils sont tellement honnêtes qu'ils répondent en toute honnêteté à leur propre enquête d'opinion, et même quand il s'agit de s'autocritiquer finalement. Alors lorsqu'on leur demande effectivement quelles sont leurs qualités et leurs défauts, eh bien pour les qualités, ils parlent d'honnêteté, ça ne vous surprendra pas, et de patriotisme. Et lorsque l'on leur parle de défauts, eh bien ils parlent d'égoïsme et de paresse. Égoïsme, on va dire plutôt individualisme en tous les cas. Et moi, j'y ajouterais 2 termes, la naïveté et la gentillesse. Parce que c'est vrai que c'est un peuple qui est vraiment très très gentil. Et parfois même, ils sont tellement naïfs que ça les rend encore plus gentils. Je peux vous dire qu'au quotidien, c'est un vrai plaisir. Alors, chez nous en France, vous ne l'avez pas oublié, les Américains, ça n'a pas changé. Hein. On les imagine assez sur 2. C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est une idée qui a tendance à être de moins en moins vraie, si vous voulez, si on la compare à il y a 60 ou 40 ans. À tel point qu'aujourd'hui, 28% seulement des Américains pensent que les États-Unis sont au-dessus de tous les autres pays à travers le monde. Et ça, c'est une notion, je vous dis, qui a tendance à être de moins en moins forte. On est un peu en dessous du tiers maintenant seulement. Alors, vous parliez de patriotisme dans votre préambule. Est-ce qu'ils le sont vraiment, tous ? Oui, ils sont très patriotiques, ils le revendiquent, surtout en ces périodes électorales. On voit beaucoup de drapeaux américains devant les jardins, devant les maisons. Alors, en matière de, si vous voulez, lorsque l'on leur demande si les États-Unis sont toujours la meilleure nation au monde, mais il faut l'entendre par le pays où on peut le mieux réussir, il faut l'entendre aussi par la démocratie. Et bien là, ils sont 58% à penser que les États-Unis sont la meilleure nation au monde, et 12% seulement pensent que d'autres nations sont meilleures que les États-Unis. Et puis, lorsque l'on leur pose la question de la bonne opinion ou de la mauvaise opinion, c'est assez partagé. 54% des Américains pensent que le reste du monde a une bonne opinion d'eux, et 45% seulement pensent que le reste du monde a une mauvaise opinion des États-Unis. Ouais, ça, ils ne sont peut-être pas aussi informés là, qu'on pourrait le supposer. Et à ce propos, est-ce qu'ils ont le sentiment de jouer un rôle capital dans le monde, comme nous on le suppose parfois ?
Alors je dirais oui, mais là aussi les choses changent et l'impact de l'Irak est encore là. C'est intéressant de comparer la décennie Bush avec la guerre en Irak et la décennie actuelle avec Barack Obama. Et du coup, lorsqu'on regarde les chiffres, ça donne ceci. 46% pensent que les États-Unis jouent un rôle moins important aujourd'hui qu'il y a 10 ans et 61% même pensent que les États-Unis sont moins respectés aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc il y a eu un effet de l'Irak avec quand même ce paradoxe, parce qu'on est sorti de la période irakienne avec l'idée que les Américains ne voulaient plus aller faire la police à travers le monde. Et donc d'une certaine façon, Barack Obama s'était fait élire aussi sur cette idée-là. Et aujourd'hui, ils ont le sentiment finalement qu'à ne plus faire la police à travers le monde, bah, ça les rend moins respectés, moins puissants et moins dominateurs finalement aussi. C'est curieux parce que ce que vous dites là, moins respecté qu'il y a 10 ans, c'est un argument de campagne de Donald Trump finalement. Hein. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'électorat de Donald Trump. Cette idée que l'Amérique, on aimerait bien qu'elle retrouve sa superbe. D'ailleurs, c'est le slogan de Donald Trump, Make America Great Again, hein, c'est-à-dire faisons en sorte que l'Amérique soit à nouveau formidable. Eh bien, effectivement, ça c'est repris par l'électorat de Donald Trump et ça fait tilt en ce moment. Oui, ça c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Jacques pour cette analyse. On aura l'occasion de vous revoir très prochainement. Élection oblige, bien sûr. Avec plaisir. Et notamment mercredi prochain pour découvrir le nom du nouveau président. Donc, à la semaine prochaine. Merci encore. À mercredi au plus tard, William. Merci à vous. Oui, au revoir. Allez, pour la dernière escale du jour, direction Athènes. Et entre la Grèce et les États-Unis, vous allez voir que c'est je t'aime, moi non plus, et comme dans toutes les relations, il y a des hauts et il y a des bas. Bon, alors Alexia, on en est où en ce moment? C'est en haut ou en bas? Compte tenu des difficultés économiques que traverse la Grèce. Bonjour Alexia. Oui. Bonjour William. Vous avez tout à fait raison, c'est véritablement je t'aime, moi non plus. Il y a une relation qui est assez mitigé, oxymore, compliqué. Bref, les Grecs sont divisés dans leur avis face aux États-Unis. Pour comprendre, il faut remonter à l'histoire assez récente avec la dictature, les années noires de la dictature des colonels entre 1967 et 1974. Une dictature qui a été soutenue par les États-Unis et dont s'est excusé à l'époque où Bill Clinton était président. Il a fait une visite officielle en Grèce en 1999. Il s'est excusé au nom des États-Unis d'avoir soutenu cette junte militaire. Eh bien, malgré tout, il n'empêche, beaucoup de Grecs, encore aujourd'hui, soutiennent que c'est la CIA qui aurait carrément imposé le régime de la dictature des colonels en Grèce. Et c'est la raison pour laquelle, chaque année, William, le 17 novembre, donc dans pas longtemps finalement, il y a des manifestations qui partent d'ici, du pied de l'Acropole, et qui se terminent à chaque fois devant l'ambassade des États-Unis. Justement, ça se termine parfois avec des affrontements. Ah oui, parce que j'allais justement vous poser la question, où ça en est cette affaire-là, quoi. Est-ce que les Grecs ont pardonné aux Américains ou pas d'avoir participé ou fomenté ce coup d'État, cette junte militaire? Vous avez tout à fait raison, parce qu'on est en 2016, on pourrait croire que de l'eau a coulé. Pas du tout. Il y a toujours des manifestations, mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a beaucoup moins de manifestants. Ce sont tout de même des jeunes. Et alors, ce qui pourrait prêter à sourire, c'est que ces jeunes qui manifestent devant l'ambassade américaine sont habillés de la tête aux pieds avec des marques de vêtements américains. Et juste après les manifestations, n'hésitent pas à déguster un hamburger. Alors, bien entendu, en Grèce, il n'y a pas beaucoup de restaurants, de cette chaîne de restauration rapide bardée d'un M comme il y a dans le monde entier. Il n'y en a qu'un seul parce que les Grecs n'en ont pas voulu. D'un autre côté, les Grecs sont plutôt contents de vendre leur yaourt grec à travers les États-Unis. Il y a donc ce paradoxe, on va pouvoir le voir dans ce sujet que je vous propose, William, de regarder, qui a été réalisé avec Haris Katsiyanis. Parler des États-Unis en Grèce laisse rarement indifférent. Alors que pour certains, l'Amérique est un tabou, d'autres, comme Athanasios, qui est professeur de musique, veulent voir le sujet de manière positive. L'Amérique, pour moi, c'est ça. Écoutez. C'est la musique, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est le jazz. Ce sont les Américains qui ont toujours le sourire et sont amicaux. Mais pour moi, c'est avant tout cette culture dont nous avons hérité comme une contrepartie à ce que lui a offert l'Europe.
D'ailleurs, il déteste les scénarios conspirationnistes. Le grec de base, si on lui demande le matin, alors qu'il pense à tous ses problèmes, ce qu'il en pense, il dira que les États-Unis sont un pays qui lance des guerres partout. Mais le soir, avec un bon verre de bourbon, après avoir mangé son hamburger, il oubliera et montrera avec fierté qu'il est tous les jours habillé de la tête aux pieds, en marque américaine, puis il prendra le premier billet pour New York pour les fêtes. C'est donc un sentiment paradoxal qui prête à sourire. Et puis, il y a comme un passé commun avec nous. Le grec a connu l'occupation ottomane pendant 400 ans, avec un turc au-dessus de sa tête, auquel il a essayé d'échapper et y est arrivé. De même que les Noirs, qui sont à l'origine du jazz, étaient esclaves et voulaient s'évader. Le son de cloche est pourtant un peu différent dans les rues d'Athènes. On sait que ce sont les États-Unis qui nous dirigent, comme tous les petits pays d'Europe. Il faut aller chercher dans l'histoire grecque pour comprendre cette animosité. Certains ne digèrent toujours pas le soutien des États-Unis à la dictature des colonels entre 1967 et 1974. Les Américains ont soutenu un régime où on ne pouvait pas s'exprimer, parler librement. On ne pouvait rien faire. Ce n'était pas démocratique, c'était la junte. Moi, j'ai été en prison à cause de ce régime pendant quelques jours. Mais j'ai du mal à leur pardonner d'avoir soutenu les dictateurs. D'autres critiquent la superpuissance américaine dont ils nomment le président Planetarchis, celui qui contrôle la planète. Et ils préfèrent d'ailleurs déserter les marques qui viennent des États-Unis. Il n'y a donc qu'un seul fast-food ici à Athènes, pas de librairie et un peu de grandes marques venues d'outre-Atlantique. Depuis le début de la crise, il y a 7 ans, l'ennemi public numéro 1 a pourtant changé. C'est l'Allemagne qui fait de l'ombre aux États-Unis. C'est pourquoi Athanasios propose de garder le meilleur de la culture américaine. Moi, quand je rentre le soir, pour me détendre, je pars d'Athènes et je m'envole vers l'Amérique avec ce petit air. William, donne-moi le rythme. Athanasios, comme les pianistes de bar de l'époque, dans les saloons. Alors vous avez peut-être reconnu une chanson interprétée parmi d'autres par Billie Holiday. Donc Alexia, d'après vous, l'ennemi numéro 1, c'est vraiment l'Allemagne? C'est plutôt une bonne nouvelle pour Barack Obama qui accomplira un de ses derniers voyages officiels en Grèce, ça? Oui, William. En fait, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu la crise économique qui est passée par là. Et effectivement, maintenant, avec la crise et les politiques d'austérité venues d'Allemagne, le sentiment anti-germanique s'est développé. Il est très présent en Grèce. Sauf sur les voitures, mais il reste toujours beaucoup plus... Enfin, il prévaut en tout cas par rapport à l'anti-américanisme. Ce qui est une bonne nouvelle pour Barack Obama, même si eh bien, tout n'est pas si simple pour le président américain. Il y a tellement de tensions à l'heure actuelle, même le groupe d'anarchistes a annoncé qu'il y aurait une forte mobilisation. Pourquoi? Eh bien parce que Barack Obama vient justement la veille du 17 novembre, donc date du soulèvement contre la junte militaire. Résultat, eh bien, Athènes sera quadrillée, impossible d'accéder ni au Parthénon, ni au centre de la ville. Bref, la semaine du 17 novembre, du 15, 16, 17 novembre, est à éviter, cher William. Ça serait un peu chaud, effectivement. Merci beaucoup, Alexia. On aura peut-être l'occasion de se revoir à ce moment-là. Voilà, à bientôt. Madame, monsieur, fin du road trip, comme ils disent. Et merci à nos 5 correspondants de nous avoir éclairés sur l'image des États-Unis ailleurs dans le monde. Et la semaine prochaine, autre thème, les forces de l'ordre seront à l'honneur. Comment la police est-elle perçue chez nos voisins? Est-ce que les policiers ont le même rôle à l'étranger que chez nous? Sont-ils autant sollicités et pour les mêmes tâches ou pas? À chaque pays, vous allez voir sa police, à chaque police sa méthode. Rendez-vous samedi prochain. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. La petite séance de rattrapage, The Little Bonus. Très bon week-end. À lundi.